Pas de région à la sortie pour le Front National, Pierre Moscovici, mais près de 7 millions de voix qui sont allées au FN. Alors, vu de Bruxelles, la France est-elle en train de virer à l'extrême droite ? Incontestablement, c'est un résultat qui préoccupe à Bruxelles comme il a préoccupé certains en France. Bon, on observe bien sûr qu'il y a eu un ressaisissement démocratique entre les deux tours et que le FN n'a gagné aucune région, ce qui veut dire que pour beaucoup de Français, il n'est pas considéré comme une alternative de gouvernement, ni au niveau régional, ni très il y a eu un front républicain quand même, hein. Il y a eu une opération pour l'empêcher d'accéder à des régions. Il s'est même trouvé 70% des électeurs qui ne se sont pas reconnus dans cette option. En même temps, on ne peut pas ignorer qu'il a progressé en voix au second tour. On ne peut pas ignorer que le populisme progresse partout en Europe, au nord, au sud, au cœur même de l'Europe. La France est en plein cœur. C'est la branche malade de l'Europe, la France ? Non, moi je pense pas ça du tout, mais je pense en même temps que ça exprime, c'est vrai, un certain nombre de difficultés de nature économique, de nature sociale, la persistance du chômage, les inégalités qui se réduisent encore trop lentement, et aussi qu'il y a sans doute un problème psychologique et politique en France, un ressenti de la France de ne plus être le cœur de l'Europe, d'être un pays déclassé, de se sentir menacé par la mondialisation et insuffisamment protégé par l'Europe. Et à partir de tout ça, il faut apporter des réponses qui soient d'abord des réponses de vision, des projets et des résultats. On a l'impression qu'on dit ça à chaque fois. Je pense profondément qu'il y a une envie de changement d'attitude, de culture politique, de pratique politique dans le pays et qu'il y a un besoin qui demeure de réformes fortes pour effectivement combattre le chômage. C'est tout de même la clé de tout. Je voyais que la plupart des électeurs s'étaient exprimés sur les sujets économiques et sociaux. On en parle aujourd'hui moins. On est, c'est vrai, très préoccupé par la question de sécurité et c'est légitime. Et la Commission agit sur ce terrain-là. Mais avant tout, sortir de cette crise qui mine les esprits et qui défait aussi certaines convictions démocratiques, c'est ça la remède. Pierre Moscovici, est-ce qu'il faut une coalition, puisqu'il y a eu ce front républicain, faut-il une coalition gauche-droite en France ? Est-elle souhaitable pour se prémunir d'une Marine Le Pen qui accéderait au deuxième tour de la présidentielle ? D'abord, le Front républicain, qu'est-ce que c'est ? C'est les électeurs qui l'ont décidé. Ils n'ont pas écouté je ne sais quel nini. Il y a quand même eu des directives du Premier ministre, clairement, avant le deuxième tour. Ce n'est pas le Premier ministre qui a parlé de nini. Et je pense que les électeurs ont été au-delà des directives, puisqu'il y a eu à la fois une mobilisation très forte des électeurs de gauche du premier tour, et une mobilisation supplémentaire entre les deux tours, même si le FN a progressé en voix. Et donc, le message des électeurs, il est clair. C'est 1, nous ne voulons pas du FN. Et c'est 2, il faut être capable, je pense, de se retrouver sur une communauté de valeurs. Ensemble. Alors, gauche-droite, moi je n'y crois pas. Je m'exprime ici à titre personnel. Je suis commissaire, mais je suis aussi un socialiste, je suis un homme de gauche. Ancien ministre je pense du que gouvernement de François Hollande. le clivage gauche-droite est totalement pertinent et on n'attend pas une espèce de formation molle du centre qui ramasse tout. En revanche, la coalition, qu'est-ce que c'est ? On voit ça en Europe. Une coalition, c'est jamais une confusion. C'est pas des gens qui se mélangent. C'est pas l'UMPS, parce que sinon on fait plaisir au FN. Une coalition, c'est toujours une compétition avant une élection, pendant une élection, après une élection. Mais il peut arriver que des partis politiques soient amenés à se regrouper. Dans quelles circonstances exceptionnelles ? Soit qu'il n'y ait pas de majorité, soit qu'il y ait besoin d'avoir une majorité large, soit sur des votes. Et je pense en effet que les Français en ont un peu assez des querelles bloc contre bloc, des querelles artificielles, et qu'ils attendent qu'on travaille sur des projets d'intérêt général sans qu'il y ait pour autant une coalition. La coalition, elle peut naître d'une situation. Il faut des ministres centristes. Des ministres centristes avec un remaniement là. Il ne s'agit pas de recomposition politique artificielle. Je pense qu'une coalition, c'est autre chose. C'est pas l'ouverture. C'est si, par exemple, après une élection, il n'y a pas de majorité. C'est ce qui s'est passé, par exemple, en Allemagne, ou s'il y a besoin d'une majorité très large. En tout cas, il faut arrêter de penser que ceux qui ont des valeurs communes et parfois des projets communs sont incapables de se parler, parce que ça crée, je crois, quelque chose de très artificiel et très néfaste dans le pays. Un climat qui ne permet pas d'avancer, parce que si une grande cause n'est pas partagée par, effectivement, les 2 tiers des Français, comment peut-on ramener à la démocratie les électeurs qui, aujourd'hui, se détournent de ces valeurs ? Mais vous dites ce matin, dans votre interview des Échos, à l'évidence, s'il devait advenir ce que je ne souhaite pas, que Marine Le Pen soit au second tour, alors le président élu pourrait être amené à faire ce qui n'a pas été fait en 2002, vous parlez de Jacques Chirac, ni même totalement en 2012. Qu'est-ce que vous reprochez à François Hollande ? Je ne reproche rien à François Hollande, dont j'étais, faut-il le rappeler, le directeur de campagne. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a eu des électeurs centristes, et même le leader des centristes de l'époque. Donc il fallait les intégrer. Non, je ne veux pas du tout être dans ces trucs-là, parce que ça, c'est le passé. Ce que je veux dire simplement, c'est que, vous savez,
dans une élection, quand il y a un second tour, et c'est ce qui passait en 2002. En 2002, moi j'ai voté pour Jacques Chirac, et Jacques Chirac a été élu avec les voix de la gauche. Et il avait dit, ce résultat m'oblige. Il l'obligeait à rassembler. Il n'a pas souhaité rassembler, ou il n'a pas pu rassembler, peu importe. Et son quinquennat en a pâti. S'il advenait, en effet, qu'en 2017, on ait eu une Marine Le Pen au deuxième tour, et c'est possible, certains disent que c'est probable, à ce moment-là, quel sens cela est-il que ceux qui apporteraient leur voix à un président de la République qui ne serait pas Marine Le Pen, peu importe, au fond, pas peu importe, mais enfin, qu'il soit de gauche ou de droite, quel sens aurait-il que ces gens-là se disent « Ah, ben non, on n'a pas voté ensemble, et puis ça y est, on recommence comme avant, et on repart sur les résultats du premier tour ». Ça ne peut pas durer toujours. Ça ne peut plus durer toujours. Et c'est dans ce genre de circonstances-là que la réflexion sur une coalition peut se produire. Je dis bien peu, parce que honnêtement, ce que je souhaite pour la France, c'est qu'il y ait un deuxième tour, j'allais dire, normal, entre la gauche et la droite. Vous auriez dû travailler avec M. Bayrou en 2012, hein, c'est ce qui se dit en fait. Voilà, bon, ça aurait un peu simplifié le problème. À titre personnel, je m'étais exprimé à l'époque, mais ça n'a pas été fait, et ça n'a pas été fait pour des raisons qui tenaient aux uns et aux autres. Je dis simplement qu'il faut tenir compte aussi du fait que les Français ont envie, un, qu'on travaille contre le chômage, et deux, qu'on travaille ensemble, qu'on ait, je pense, un autre climat, et puis éventuellement, on verra ce qui se passe plus tard. Du coup, ce qui se passe en région PACA, par exemple, ou en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, est-ce que c'est quoi? C'est un laboratoire de ce qui pourrait se faire après un deuxième tour, ou quelque chose dans ce goût-là, ou pas? Alors certes, il n'y a pas d'élus socialistes, mais enfin, on voit bien qu'il va... En tout cas, ce que j'observe, c'est que Xavier Bertrand et Christian Estrosi, qui avaient plutôt, honnêtement, des positions très droitières avant l'élection, ont compris qu'ils avaient été élus avec 24 ou 25% des électeurs au premier tour et avec 55 ou 57% au second, et que ce ne sont pas leurs électeurs. Et qu'à partir de ce moment-là, oui, il y a besoin de travailler dans un esprit ouvert. Et au fond, moi, je pense que quand on parle recomposition, c'est intéressant pour la suite, ça peut arriver. Mais il ne faut pas être comme ça dans les querelles d'appareil ou dans les rapports de parti. Il faut simplement se dire qu'à un moment donné, quand on a une situation politique de crise, quand on a une situation politique exceptionnelle, il faut que les gens qui ont des valeurs partagées soient capables de se dire il y a plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous éloignent, au moins celle-là, qu'ils soient capables de travailler sur des grands sujets comme le chômage ou comme l'Europe, qui est un sujet, je pense, décisif pour les Français. Justement, le Front National en France a mis en avant les questions de sécurité, de migrants lors de cette campagne régionale. On ne voit pas trop le rapport entre les régions et les migrants, mais c'est pas grave, en termes de compétences. Une petite révolution est en route, Pierre Moscovici. L'Union va se doter d'un corps de garde-frontières et de garde-côtes. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, c'est ce que la Commission européenne a proposé hier. C'est une proposition. C'est une proposition de la Commission qui sera ensuite débattue par ce qu'on appelle le Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement, et par les ministres, parce que, bien sûr, il faut que ça associe un corps qui soit un corps européen, mais avec des responsabilités, des réserves nationales. Et il faut travailler avec les agences nationales. Mais quelle est l'idée? L'idée, c'est de mieux protéger et contrôler nos frontières externes. J'ai des chiffres là. Depuis janvier, il y a eu 550 000 franchissements illégaux de frontières. 5 fois plus. Parmi les migrants. Oui, 5 fois plus qu'en 2014. Et donc, ce besoin de protection de la frontière extérieure, il existe. Combien de gardes-côtes et de gardes-frontières? L'idée, c'est d'avoir une force qui puisse regrouper à peu près 1500 personnes, qui ait aussi une réserve mobilisable, qui ait une coopération avec les autorités des États membres, qu'il y ait des capacités d'intervention. Pourquoi? Au fond, on a aujourd'hui une agence qui s'appelle Frontex. Il s'agit de la renforcer. Il viendrait s'additionner. Il s'agit de lui donner plus de moyens, plus de force et aussi, je crois, plus de pouvoir contraignant. J'ajoute que hier, le collège de la Commission, comme on dit, c'est la Commission tout entière réunie, a aussi proposé qu'il y ait une modification ciblée de ce qu'on appelle Schengen. Il ne faut pas renoncer à Schengen, il ne faut pas renoncer à nos libertés. En revanche, l'idée qu'on puisse contrôler systématiquement ceux qui rentrent dans l'espace Schengen, y compris quand ils sont des citoyens de l'Union européenne, ça peut être le cas de ceux qui reviennent de Syrie ou d'ailleurs, eh bien, cette idée-là, nous la proposons. Je pense que maintenant, c'est aux ministres d'en débattre, c'est au Conseil européen d'en débattre, mais l'idée, elle est simple. Oui, on doit accueillir en Europe ceux qui, réfugiés, fuient des régimes qui les massacrent et qui violent les droits de l'homme, mais en même temps, nous devons protéger nos frontières extérieures de manière plus forte, c'est ce qu'on nous demande. Et j'ajoute qu'on doit, troisième volet, coopérer avec des pays tiers. Je pense par exemple à la Turquie, parce que c'est aussi de cette façon-là qu'on va réduire le flux et qu'on va aussi résoudre les problèmes qui créent
ces migrations, ou plutôt ces exils, parce que c'est de ça dont il s'agit. Je vous parle comme quelqu'un dont le père était réfugié quand je suis né. Mais juste après que le président de la République ait évoqué ce pacte de sécurité qui devait être plus important que le pacte de stabilité, vous avez réagi en disant que les règles du pacte de stabilité ne devaient pas être remises en cause. Comment on fait entre ces deux impératifs qui ont quand même l'air assez contradictoires, vu d'ici? J'ai tout de suite, au nom de la Commission, dit que je comprenais ce que disait le président de la République et que la sécurité et la stabilité ne s'opposaient pas. Donc nous avons considéré que toutes les dépenses qui étaient faites par le gouvernement français pour améliorer la sécurité des Français. C'est 0,1%. C'est moins que ça, mais que ces dépenses-là ne devaient pas être comptabilisées comme on le fait d'habitude et qu'elles devaient s'ajouter. Et donc nous allons regarder combien a été effectivement dépensé et nous allons le traiter d'une manière différente de ce que nous faisons pour l'ensemble des dépenses budgétaires. Autrement dit, par rapport à ça, la Commission a une attitude totalement flexible. En même temps, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas, à travers ça, changer de politique économique et que pour le reste, pour ce qui n'est pas la sécurité, les règles qui sont les nôtres et qui sont communes, ce n'est pas la Commission qui les impose, c'est les États qui les ont décidées, ces règles continuent de s'imposer. Il n'y aura pas d'assouplissement de la règle des 3%, si ce n'est à la marge concernant les questions de sécurité. On ne change pas la règle. La règle, elle est là. Et d'ailleurs, le gouvernement français s'y conforme. Michel Sapin a redit ensuite que ça ne remettait pas en cause la trajectoire de finances publiques françaises. Et honnêtement, je pense que c'est plutôt une bonne chose parce que vous savez, les déficits qui s'accumulent, c'est de la dette. Et la dette, c'est les citoyens français qui la remboursent et qui, du coup, ne peuvent pas voir financer les hôpitaux, les écoles, la sécurité. Combattre l'endettement, c'est aider le service public. Pierre Moscovici, l'Europe est-elle réellement au rendez-vous de la sécurité? Parce que, d'accord, 1000 gardes-côtes et gardes-frontières, c'est d'ici 2020. D'ici là... J'ai dit 1500, oui. Oui, enfin 1500, mais d'ici là, on a peut-être, malheureusement, nous serons exposés à d'autres menaces. Le temps de mettre le dispositif en place, ça continue? Non, il faut aller vite, il faut que les États coopèrent. Mais je pense, en effet, qu'aujourd'hui, on voit bien que les réponses sont européennes. Et je le dis d'ailleurs, ça fait un lien avec ce qu'on disait sur le Front National. Il y a un paradoxe aujourd'hui. On critique l'Europe, on a des tendances au repli xénophobes et nationalistes, alors qu'en réalité, aucun des défis que nous connaissons, le défi économique, le défi environnemental, le défi de la sécurité, le défi des réfugiés, ne peut être traité hors de l'Europe. Donc je dis, soyons plus européens, soyons mieux européens, mais surtout, allons vite pour construire l'Europe dont les citoyens et les citoyens français ont besoin. L'Europe est la solution, elle n'est pas le problème, à condition qu'on soit capable de vraiment plus loin, c'est ça. Aller plus loin et d'aller plus vite. Et est-ce qu'on n'est pas en train quand même de réagir en réaction, justement, parce que tout ce que mieux serrer les frontières, faire attention à Schengen, etc., autant de choses qui sont dans tous les programmes populistes dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont ceux du Front National, mais qui sont aussi ceux des gens autour. Donc le désir, il est de moins d'Europe aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas en train de réagir en réaction parce qu'on prend peur, nous aussi, on se rend compte, et vous vous rendez compte qu'on l'a mal expliqué, on l'a mal amené. Elle fait peur. Les gens n'ont pas le sentiment d'être protégés. Il y a des problèmes qui se posent maintenant, qui se posent davantage, qui se posent de manière plus aiguë. Et le problème des réfugiés, c'est un problème qui est récent. J'ai dit 4 fois plus de franchissements illégaux en un an. Et à partir de ce moment-là, oui, il faut inventer de nouvelles solutions. Et quand je parle du besoin de sécurité, je n'ai pas l'impression d'être populiste. Je pense que ça, pour le coup, c'est populaire. C'est ce que les gens attendent. J'ai été pendant 20 ans élu d'une circonscription populaire. Je peux vous assurer que, et frontalière en plus, ce désir de voir des frontières protégées ne signifie pas qu'on a envie d'évacuer tout le monde ou qu'on est contre les autres. Ça veut dire simplement qu'il y a des règles communes à respecter et qu'il est insupportable que des atteintes à la sécurité puissent être ainsi tolérées. La sécurité, c'est aussi une liberté. Jean-François, très vite. Très vite, la déchéance de nationalité pour les binationaux, ce projet qui est dans les tuyaux, vous êtes pour, vous êtes contre? Non, là je ne suis pas du tout un responsable politique en action en France. Je donne mon avis. Je promeus une Europe qui soit capable de répondre aux problèmes concrets des Français. C'est ça qui me motive aujourd'hui. J'ai bien sûr une conviction politique, mais je ne veux plus intervenir sur ce genre de sujet pour le moment. Pour le moment. Merci beaucoup, Pierre Moscovici.